Apprends comme si tu devais vivre toujours. C'est le mantra et l'objectif de ce podcast. À la découverte de profils inspirants au travers d'entretiens décomplexés. Mon ambition est de créer pour vous et pour moi l'opportunité d'apprendre et de comprendre. Et pourquoi pas de vous donner l'envie d'entreprendre. La curiosité et l'ouverture d'esprit sont les maîtres mots. Mon nom est Pierre Barrault et c'est un plaisir que de faire ce chemin avec vous. Ce podcast est sponsorisé par l'ISC Paris, École de commerce et de management. Il est réalisé avec les moyens techniques du studio de podcast du campus Orléans de l'ISC, dont je suis le directeur général. Avec son slogan Be Our Change, l'ISC invite tous ses étudiants à devenir le changement qu'ils veulent voir dans le monde. Une pédagogie d'apprentissage par l'expérience, un modèle unique et original. L'ISC Paris, membre de la Conférence des grandes écoles, propose des programmes bachelor, programmes master grande école, Master of Science, MBA, DBA et toute une offre d'Executive Education. Ces deux campus, parisiens et orléanais, sont résolument tournés vers l'international, avec plus de 150 universités partenaires à l'étranger. L'ISC Paris peut également se prévaloir des plus grandes accréditations internationales, mais aussi d'un réseau de plus de 19 000 diplômés présents dans plus de 80 pays. Si comme moi vous êtes persuadé que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais, l'ISC Paris vous donnera l'opportunité de devenir celui que vous êtes. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Colle avec Damien Guermont-Pré. Une belle découverte pour moi lors de cet épisode où l'on va parler de FinTech, de finance, qui est le cœur d'expertise et de métier de Damien. Il est aujourd'hui président exécutif de Lemonway. Lemonway dont on va parler à foison dans cet épisode, mais on évoquera aussi tout son parcours. Pour moi, les questions clés étaient comment est-ce qu'on gagne la course à la croissance dans un marché hyper concurrentiel comme celui des FinTech. Comment est-ce qu'on finance une croissance à marche forcée parce que le marché va vite? Comment on gère les relations entrepreneurs-investisseurs? Et son avis est intéressant parce qu'il est aussi business angel. Comment est-ce qu'on change les règles dans un marché hyper normé, hyper régulé? C'est quoi un digital wallet? Bref, autant de questions à celui qui a rêvé toute sa vie d'être un entrepreneur et qui a réalisé ça dans sa quarantaine bien tassée. Il était une fois un financier pas comme les autres. Il était une fois Damien Guermont-Pré. Nous y voilà, un nouvel épisode de La Colle. Une nouvelle colle, La Colle de Damien Guermont-Pré. Bonjour Damien. Bonjour Pierre. Alors, Damien, tu es président exécutif de Lemonway. Tu as un track record dans la FinTech qui est juste impressionnant, dans la finance de manière générale. Peut-être en quelques mots, est-ce que tu veux bien te présenter? Oui, donc je suis un entrepreneur qui s'est lancé dans l'entrepreneuriat après une vie de salarié dirigeant, et je m'investis dans les FinTech parce que je suis un passionné par l'innovation dans les services financiers. Donc j'en préside une et j'investis dans des startups, une trentaine de startups dont la moitié sont des FinTech. Ok. Ça me va bien. Alors, Lemonway, moi j'ai noté, c'est, et je l'ai vraiment noté, établissement de paiement français installé sur tout le marché européen au service des places de marché. En gros, c'est une solution donc, de paiement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être un établissement de paiement? Eh bien, c'est pas vraiment une banque, mais c'en est presque une. D'accord. On dépend du Fonds monétaire et financier. On est régulé par un régulateur français qui s'appelle l'ACPR, donc la Banque de France. Et on a passeporté notre licence partout en Europe, dans l'Union européenne, donc sur 27 pays désormais. D'accord. Et
pourquoi au service des places de marché? C'est quoi le... Ça, c'est une Qu'est-ce bonne que vous question faites parce qu'en fait, exactement? oui, en fait, tu vas vite comprendre que d'un côté, il y a les banques et puis de l'autre côté, il y a des sociétés informatiques qui traitent leurs paiements. Ça fait longtemps que finalement, les banques considéraient que le paiement, c'était très compliqué finalement pour elles de s'adapter à ces nouveaux paiements, enfin, voilà, au paiement en Ouais. général. Donc, elles ont laissé faire les sociétés informatiques qui, elles, se sont bien gardées d'être régulées parce qu'elles ne voulaient pas empiéter elles voulaient pas empiéter sur le métier des banquiers. Elles ne voulaient pas être régulées. Donc tout ce monde a bien cohabité jusqu'au jour où les paiements complexes sont arrivés. Pourquoi? Parce que le régulateur, avec l'émergence d'Internet et surtout des places de marché, le régulateur a eu peur finalement que les sites e-commerce qui n'achetaient pas leurs produits partent avec la caisse. Ouais, d'accord, ok. Pour l'éviter, le régulateur a demandé, exigé à ces places de marché qui n'ont pas de stock, pas de créances. Et donc, comme elles n'ont pas de créances, le régulateur leur a demandé de ne pas laisser transiter de sommes sur leur bilan. Et donc, finalement, de faire appel à un tiers de confiance pour collecter l'argent des clients afin de payer leurs vendeurs. D'accord. Donc, on intervient à ce moment-là, donc entre les sociétés informatiques qui existent toujours, qu'on appelle des payment service providers, et les banques, qui sont bien là et qui ont construit les réseaux interbancaires et tous les systèmes de paiement. Mhm. Sommes arrivés entre les deux pour rendre les places de marché conformes et nous occuper de leur paiement. Donc on a deux jambes et on exerce ce métier qui est un nouveau métier qui s'appelle de la collecte pour compte de tiers, puisqu'on va collecter pour le compte des plateformes l'argent des clients finaux pour payer les vendeurs. Souvent, dans le caddie, il y a plusieurs produits, plusieurs services qui émanent de plusieurs vendeurs. Donc on doit découper ces paiements pour rémunérer chacun des vendeurs et rémunérer évidemment la Ouais. place de marché qui a fait l'effort de mettre en relation acheteurs et vendeurs. C'est toi qui après fais la répartition des sommes collectées alors. Oui, mais tu comprends bien, quand tu rentres dans un taxi, dans un VTC, excuse-moi, tu le comprends bien parce que tu as affaire à un chauffeur qui est rémunéré par une place de marché qui va, elle, organiser sur la planète ce système d'information pour que finalement tu puisses prendre un VTC. Donc on va collecter ton argent à travers ta carte bancaire qui a été Ouais. enregistrée. On va faire un split, donc on va découper le montant et on va rémunérer en temps réel le chauffeur et sa place de marché qui nous a mis en relation. Ça veut dire aussi, alors pour tous ceux qui nous écoutent, que vous êtes certainement client, entre guillemets, de Lemonway sans le savoir. C'est-à-dire qu'en gros, si vous avez déposé une liste de mariage chez Mille Merci, si vous avez déjà abondé à une cagnotte sur le pot commun, si vous êtes passé par Oui SNCF, si vous aimez le foot et que vous êtes à la FFF, pareil, la fédération, si vous êtes nageur, à l'identique, si vous êtes scout ou si vous avez utilisé à un moment ou un autre des pages jaunes, chez Auchan, enfin, les clients, et vous collectez pour énormément de comptes. Notre grande chance, c'est de voir que l'économie se plateformise. Il y a beaucoup de plateformes qui arrivent, que finalement, on voit que c'est le modèle économique par excellence. Imagine, tu lances un business, tu vas juste profiter du flux de clients pour finalement mettre en relation des clients et des vendeurs sans t'occuper ni de logistique, ni de stock. Et tu prends ta commission Ouais. de 15-20% en général. Alors, le plus dur pour démarrer une place de marché, c'est de faire 2 fois l'effort. Finalement, il faut faire l'effort pour trouver les bons vendeurs et l'effort pour recruter les bons clients finaux. Mm-hmm. Mais c'est un cercle vertueux. Mais ça veut dire aussi une chose, c'est que je regardais un petit peu les chiffres de Lemonway. Alors, je ne connais pas les chiffres 2020, mais en tout cas 2019, vous deviez tourner autour de 11 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est ça? Oui, alors là-dedans, il y a une plateforme qu'on avait vendue à hauteur de 4 millions. En fait, nos chiffres sont assez simples. On réalise 3 milliards 100 millions de flux de paiement, c'est-à-dire 1,6 milliard de flux entrants, 1,5 milliard ou 1,6 milliard de flux sortants. Mais toi, tu dis ça comme ça a l'air tout naturel pour toi. On parle de 3 milliards, c'est 3 milliards d'euros, quoi. Ça reste encore modeste dans le monde du paiement. D'accord. Ce qui est moins modeste, et ça, on le dit, même si on ne gagne pas l'argent sur les clients finaux, mais on a ouvert tout de même 8 millions d'e-wallets. Alors tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est qu'un e-wallet? Et je te le demande, c'est quoi un e-wallet? Ouais.
En fait, on est tous équipés de cartes bancaires, mais il faut bien comprendre que demain, il y a quelque chose de plus important encore, c'est l'e-wallet, le porte-monnaie électronique qu'on attend depuis toujours. Ouais, Ça a une existence juridique. C'est un compte de paiement. d'accord. Alors, parfois, on ne va pas jusqu'au compte de paiement, c'est un compte technique, mais pour simplifier les choses, il faut quand même équiper les 450 millions d'Européens que nous sommes d'un compte de paiement sur lequel on va attacher un BIC IBAN, donc un compte bancaire, qui va permettre finalement de stocker de l'argent. Ok. Donc, il y a bien un crediting, un debiting, un crédit, un débit de ce compte de paiement qui va pouvoir simplifier une multitude de choses compliquées. Et c'est bien l'existence de ce compte qui rend les monnaies, c'est la raison d'être de les monnaies, qui rend les monnaies utiles Mm. à cette planète. C'est parce qu'on émet, nous créons des comptes de paiement par millions. Donc finalement, le bon KPI à regarder, c'est celui-là. C'est le nombre Oui, de même comptes. si pour l'instant, on ne le regarde pas trop parce qu'on est une entreprise B2B. Ouais. D'accord? On va recruter des plateformes Oui. qui ont besoin que nous créions des e-wallets pour leurs clients finaux, qui, d'un point de vue juridique, sont nos clients, d'un point de vue la droit et du code monétaire et financier. Mais finalement, n'ayant pas vu de modèle économique pour l'instant et même pour toujours avec ces clients finaux, Ouais. et on de bien de les travailler puisque en fait, ce sont les clients des plateformes. J'en parle aujourd'hui, mais nos clients, nos véritables clients, sont les plateformes. D'accord. D'accord? Alors, j'en parle parce que c'est intéressant comme ordre de grandeur. Tu vois, la Société Générale, qui est une grande banque, Mhm. a dû ouvrir, je sais pas, doit gérer 7 millions de comptes. C'est beaucoup. Et en même temps, tu vois qu'une fintech de 100 personnes peut très bien y arriver en quelques années. D'accord. Et c'est pas fini. Oui, ce n'est qu'un début parce que j'ai parlé 450 millions d'Européens. Oui, déjà. Et peut-être qu'on peut en avoir plusieurs aussi. Ah oui, tu as raison. Alors, on essaie d'identifier, d'éviter les doublons. Notre rôle, c'est justement d'avoir une casquette de tour de contrôle pour comprendre d'où vient l'argent, où va l'argent. Et on doit donc surveiller ces risques à l'échelle de chaque individu, de chaque entité, excuse-moi, morale, société donc. Et on doit consolider les risques afférents à ces clients uniques. Et si nous n'étions pas capables de consolider les risques pour la même personne, nous ne ferions pas bien notre métier. Toi qui es en plein dedans, est-ce que tu penses que le cash va disparaître aller à 10 ans, 10 ans, 20 ans? Est-ce que j'aurai encore de la monnaie dans ma poche? C'est une bonne question. Mais apparemment, tu n'as pas la réponse. Non. Je me garderais de me projeter trop vite. Là. Bon, a priori, quand même, ça va se réduire. Oui, il y a eu un effet accélérateur avec le Covid encore. Oui, parce que alors je l'ai vu aussi en Chine avec Alipay, avec WeChat Pay, où il y a eu comment dire, ce qui m'impressionnait, c'est que je voyais quasiment pas de cash circuler, les gens payent avec leur mobile. Oui, ça c'est le grand échec de l'Europe pour l'instant. C'est-à-dire qu'en fait, soyons honnêtes, les cartes bancaires sont Visa ou Mastercard et je n'ai rien contre. On boit tous du Pepsi ou du Coca. Ouais. Et je constate qu'en Europe, nous avons déjà perdu la bataille de la carte, comme j'ai l'habitude de le dire, parce qu'on a laissé les réseaux, les grands réseaux mondiaux, Visa et Mastercard, mettre leur logo sur nos cartes européennes. Et nous avions l'opportunité de remporter une bataille, c'était celle du paiement mobile. Et pour l'instant, les Chinois ont pris une telle longueur d'avance sur ce qu'on appelle les supra-wallets qu'il sera difficile tout de même de les rattraper. C'est-à-dire que pour toi, la souveraineté nationale ou européenne sur ce e-wallet ou sur le supra-wallet, elle est illusoire? Oui, comme d'habitude, c'est compliqué. Il faut que l'usager soit convaincu. Les banques européennes ont essayé d'avoir des initiatives, mais elles n'ont jamais réussi à convaincre les usagers. Et comme tout est une question d'usage dans le moyen de paiement, oui, le moyen de paiement n'est qu'un moyen de payer. Il faut convaincre l'usager. C'est pas facile. Non, Dans une entreprise qui faisait du paiement mobile en P2P, Pupkin, qui a été vendu au Crédit Mutuel Arkéa, et qui a réussi à recruter tout de même plus d'1,5 million de clients détenteurs de leur compte. Donc ça fonctionne. Maintenant, ça fonctionne auprès des jeunes. Ça fonctionne en P2P. Et tu ne peux pas encore sortir ton Popkin pour payer ton pain. Et puis on a Lydia, quand même un succès remarquable en France. Complètement. Et nous, les Monoué, nés comme un Lydia, mais avant. Et
étant actionnaire de Popkin, je vois bien, je connais bien le modèle économique. Chaque fois que tu offres gratuitement à ton usager la possibilité d'envoyer en P2P, donc en personne to personne, un montant, ça te coûte parce que tu dois accéder au réseau bancaire. Oui. Et pourtant, tu l'offres, ce service. Donc, avant de gagner de l'argent, il faut réussir à créer un réseau suffisamment important pour que les commerçants soient intéressés de l'accepter comme moyen de paiement et soient d'accord pour payer. Et ça prend un certain temps. Alors, l'IA, j'ai regardé, ils ont l'intelligence de faire de la vente croisée avec d'autres produits qui seront rentables. C'est ainsi que son modèle économique y arrivera. Et puis, il n'y a pas 36 gagnants en général. Donc, il faut être vraiment sur une démarche du podium. Je dis toujours aux startups dans lesquelles j'investis qu'elles doivent à tout prix chercher une des 3 places du podium. Sinon, tu ne les revends pas. Et Lemonway est aujourd'hui est aujourd'hui sur le podium en Europe, dans le monde? Alors, j'ai pas beaucoup de concurrents en France. J'ai par contre, et c'est une chance, donc voilà, j'ai 2 énormes concurrents qui sont répartis un peu le monde. Donc, le premier américain a décidé de s'occuper de l'e-commerce, mais de laisser son produit sur étagère et de jamais faire de customization. D'accord. Et le deuxième est européen et s'occupe des géants de ce monde, des big tech. D'accord. Airbnb, ces gens-là, qui sont américains en général. Donc, étant européen, de toute façon, je n'aurais pas eu accès à ces clients. Mmh. Donc, j'ai en effet une place à prendre. Nous avons chez Lemonway une place à prendre dans le monde du paiement en nous concentrant sur les places de marché. OK. Plutôt nationales, voire européennes, et dans des secteurs qui sont fortement régulés. Une des verticales dans laquelle nous sommes les plus forts, c'est la verticale de la finance alternative, qui comporte des verticales, des sous-verticales de type crowdfunding, crowdlending immobilier, invoice trading. Donc, crowdfunding, c'est investissement participatif. C'est du financement participatif en français. Et dans des donc qui est un marché extraordinaire, hein, parce qu'au niveau mondial, c'est de l'ordre de 500 milliards d'euros qui sont investis par an. Mmh. En principe, en majorité, en Chine, dans d'innombrables plateformes que le gouvernement chinois a dû fermer parce qu'ils étaient un peu débordés. Après, tu as un marché énorme en Europe, en Amérique du Nord. Et puis ensuite, tu as l'Angleterre qui représentait 60% du marché européen. Et puis tu as l'Europe continentale qui essaie de rattraper les anglo-saxons et plutôt bien avec, encore une fois, des marchés comme ce qu'on appelle SME lending, c'est le prêt aux PME, le prêt immobilier, mais pour les promoteurs, et puis l'affacturage qui est un métier interdit aux startups pour l'instant en France parce que c'est un monopole bancaire, mais en Italie, en Espagne, où les PME sont payées avec beaucoup de retard puisqu'il n'y a pas de loi sur le sujet, et c'est un marché florissant. Ok. Moi, ça commence à devenir un petit peu plus clair tout ça. Donc ça, c'est bien. Et si je devais résumer, c'est en gros, vous êtes chez Lemonway un back-office de la nouvelle économie quelque part et de la future économie. Très bien. Ça te va comme définition? Oui. Alors, pour arriver jusque-là, il y a eu tout un chemin, parce que bon, t'as plus 18 ans, et donc beaucoup d'expériences, tu l'as évoqué, tu as eu des expériences de salarié, puis après tu es venu à l'entrepreneuriat, et on va en parler. Mais si on remonte encore un peu plus, on te retrouve d'abord étudiant à Lille. Oui, donc je suis originaire de Lille. Ouais. Et j'ai démarré des études médicales. J'ai eu ma première année de médecine. Bravo. Ben non, parce que j'ai pas poursuivi. Alors je me suis inscrit en deuxième année, ce qui est pas bien, parce que finalement j'aurais dû laisser ma place. Je m'en veux un peu. Et en même temps, il faut se remettre dans la tête de l'étudiant que j'étais et qui doit choisir. Et c'est très structurant finalement de choisir sa voie. Je trouve qu'on n'a pas tellement aidé. Alors, moi, je savais qu'il fallait s'écouter et j'avais envie de parcourir le monde et j'avais envie d'emmener les gens. Et je me voyais mal faire ça en tant que docteur. Parce que j'aurais beaucoup aimé aussi être un médecin. Mais en tout cas, j'ai choisi une autre voie, donc c'est celle qui m'a conduite vers... Il y a eu une épiphanie, c'est-à-dire que, ok, tu as validé ta première année, ouais. Il y a eu une épiphanie à un moment en disant non, il faut que je m'arrête, ou ça a été plus diffus? C'était plus diffus, c'est compliqué de prendre ce type de décision seul à 20 ans. Écoute, j'ai fait une prépa, j'ai fait des écoles de commerce, et puis
J'étais, Non, t'as pas fait des écoles de commerce, t'as fait l'ESSEC. oui, à la L'ESSEC, c'est fin. pas une école parmi tant d'autres. Non, non, mais j'avais commencé par une autre école que j'avais fait l'ISG, Ouais. une prépa, et mais ensuite je me suis dit, mais il faut que j'ai adoré ces 3 années passées vraiment dans un, je veux dire, tu vois, le créateur de Lydia et de la même école. Et finalement, euh, c'est une école avec beaucoup de créativité. Mhm. Il y avait 50 associations, c'était une école extrêmement riche, mais j'avais toujours un petit manque de bagage scolaire. J'étais quand même scolaire Ouais. finalement. Et du coup, j'ai essayé de le rattraper avec un DESS, donc un 3e cycle, un premier, puis un 2e à l'ESSEC. Et puis, ça ne me suffisait toujours pas, donc j'ai fait un MBA à Harvard. J'avais une soif d'apprendre. Ouais, et le MBA à Harvard, tu l'as fait en quoi? C'est 94, 95, c'est ça? Oui, sur le tard aussi, je fais toujours les choses un peu tard. Ouais, mais à une époque où, enfin, aujourd'hui, ou sur les 10 dernières années, la notion même de MBA, ou 10, peut-être 20 dernières années, la notion de MBA, c'est bien répandu, etc. Partir faire un MBA à Harvard en 94, c'est pas si évident que ça. Moi, j'avais la chance d'avoir un boss chez Renault qui s'appelle Alain Dassas, qui avait fait lui-même un MBA à Stanford et qui avait recruté des MBA. Donc, c'était pour moi pas si nouveau. Ouais, Je ne faisais d'accord. que suivre finalement. Ils m'avaient ouvert la voie. Surtout, ils m'ont financé en partie mon MBA. Ouais, et ça aide, c'est vrai. En fait, là, j'en profiterai bien pour vous expliquer ma petite histoire. Parce que je pense de tout ça, il est bon dans la vie de tirer le fil. On croit toujours que c'est impossible, que ça va être difficile. Alors oui, ça va être difficile, mais je recommande à tout le monde de tirer son fil rouge. Je me souviens, et c'est arrivé plusieurs fois dans ma vie, avoir croisé sur un trottoir une affiche qui invitait les étudiants à écouter, à participer à une soirée sur les MBA américains. C'était le soir même. J'y suis allé. Et ce qui est intéressant, c'est que 6 mois plus tard, je me retrouvais à Cambridge, donc la banlieue de Boston, où se trouve l'université d'Harvard, avec ma femme et 5 valises. Et je trouve ça très intéressant de me souvenir à chaque fois du démarrage, du début, de l'impulsion. Mhm. Et c'est ma recommandation finalement, c'est d'identifier ce qui peut changer votre vie et de s'y accrocher en se disant oui, c'est difficile, mais c'est possible. Et ça m'est arrivé plusieurs fois dans la vie. Lorsque j'ai reçu un coup de téléphone d'un ami, à l'époque, alors que je cherchais une entreprise à racheter, et qu'il me disait que le fonds d'investissement français qui s'appelle Apax Partners avait identifié CTLM en Belgique à vendre et que j'étais peut-être donc un bon candidat finalement pour acheter cette entreprise avec eux. Oui. J'ai eu de la chance, mais j'ai su que finalement, oui, j'étais le meilleur candidat pour. Il fallait absolument que je tire ce fil rouge. Et je l'ai fait, et au bout d'un an, me voilà parti en Belgique en ayant vendu ma maison pour racheter un morceau de cette entreprise. Tu vois, c'est incroyable comme finalement dans la vie. Mais attends, on va refaire un peu la chronologie et je comprends. Enfin, je comprends. Il y a une petite idée de ce que les Américains appellent la serendipity. C'est-à-dire que tu crées les conditions de ta chance aussi. C'est-à-dire que ce coup de fil-là, il vient pas out of the blue. Il y a beaucoup d'anglicisme, tu vois. C'est côté Harvard, c'est ton côté Harvard qui déteint. C'est sûr qu'il me fallait un ami, un premier ami. Bah oui, et justement, tirer le fil, mais le fil, tu l'as tissé aussi, et tu le tisses au fur et à mesure de ta vie, et tu crées les conditions de ta propre chance. Alors, justement, reprenons dans l'ordre, puisque sortie d'école, premières années, tu te retrouves dans la société qui est la société de finance de chez Renault, c'est ça? Oui, c'est la banque de Renault qui s'appelle RCI à l'époque, toujours d'ailleurs, RCI, en fait, qui finance les ventes aux particuliers et le stock des concessionnaires. C'est formidable parce qu'il fallait refinancer ce groupe sur les marchés en partie et négocier avec les banques du monde Mais parce que tu des refinances lignes quoi? de crédit. Tu refinances un stock donc, de créances, un portefeuille de créances qui représente des crédits réalisés par le groupe Renault à ses clients finaux qui achètent une voiture. C'est quand même 2/3 du crédit conso, hein, le crédit auto. Et les stocks des concessionnaires. Et alors, en tant que groupe Renault, qui se désendettait à l'époque, ils envoyaient donc les banquiers aller voir leur filiale bancaire, RCI Bank, qui a racheté ensuite l'identité française qui fait le même métier, qui s'appelait DIAC. Et donc, c'est passionnant parce que j'ai appris beaucoup de choses en matière de
refinancement et de couverture de risque, de taux, de change et autres. À l'époque, il n'y avait pas d'euros. Beaucoup appris en fait, au contact de toute une, je vais dire, de gens très bien formés, plutôt ingénieurs, financiers chez RCI, mais des gens qui en pédalent tout cas vite. des têtes, je vais dire. Oui, j'étais vraiment très heureux. J'ai passé 4 ans et à l'époque, je voulais être manager, souviens-toi. Donc je disais, sinon j'aurais fait médecine. Enfin, j'aurais continué médecine. Alors je voulais être manager et c'est sûr que ce n'est pas forcément le groupe dans lequel aller pour devenir manager trop tôt. Ouais. Pas Auchan. Tu brûles pas les étapes. Non, c'est-à-dire qu'en fait, ça dépend du groupe. Et ça, il faut le dire aussi aux jeunes. Si tu veux gérer des gens, tu vas chez Auchan et en Chine, on te donne à gérer un hypermarché avec 1000 personnes à 27 ans. Oui. 27 ans. Chez Renault, ce n'était pas la même logique. Tu ne vas pas gérer des équipes à 27 ans. C'est un métier différent. Donc, il faut choisir son métier, enfin le groupe dans lequel on veut aller en fonction de ce qu'on veut faire. Mais tu vois, alors ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que quand je regardais sur ton profil LinkedIn, quasiment sur chaque expérience, tu mettais le nombre de personnes que tu encadrais. Donc, je pense que dans ton dashboard personnel, ça doit être un indicateur intéressant pour toi. Alors, c'est peut-être un indicateur de reconnaissance. Après, il y aura une autre question. Il y a une autre question qui vient, qui est que à partir du moment où tu fais le jump en mode startup, notamment chez Lemonway, tu te retrouves dans une autre configuration. Mais en tout cas, sur les expériences précédentes, c'est amusant. Mais tu vois, ça faisait partie aussi de mes questions. C'est-à-dire que dans tes expériences, tu as eu des équipes de 1000, 2000 personnes où tu étais le boss. Je sais pas, chez Honey, par exemple, Oui. Il y a 1600 personnes. Tu écris, il y a 1600 personnes. À l'époque, aujourd'hui, il y en a le double. Mais en effet, c'était des expériences très, très, très fortes pour moi parce que j'ai recruté beaucoup de gens. Et j'apprécie beaucoup que les gens se souviennent. En même temps, il faut être extrêmement humble parce que je me souviens chez Honey avoir interrogé des candidats qui venaient de chez Case New Holland Capital. Mm-hmm. On disait, mais sais-tu qui a créé Case Credit Europe ou Case New Holland Capital Europe, enfin la boîte que j'avais créée? Il me disait non, pas du tout. Alors, je me disais, ah ben ça c'est fort parce qu'en fait, on va passer dans une entreprise des années à créer une boutique et finalement les gens qui rentrent dans cette entreprise ne savent même pas qui l'a créée. Il faut vraiment rester très humble. Ouais, c'est effectivement une vraie leçon d'humilité. Oui, mais non, mais moi j'étais ravi de pouvoir encadrer parce que c'est tout ce que j'aime. Maintenant, ça réclame beaucoup de travail. Mais sur ces volumes-là, c'est moi toujours ça qui m'hallucine. Ah non, parce non, que mais on est d'accord, tu les as pas les 1600 en direct. Mais plus il y a de gens et plus ton job est simple parce qu'en fait, tu as une telle profondeur dans la hiérarchie que les gens travaillent. Si tu les as bien choisis, ça va tout seul. Et en tant que CEO, ta mission consiste finalement à répéter la vision. D'abord, à organiser l'exercice vision. Une fois qu'elle est bien là, t'assurer que les gens ont bien compris la vision, et ensuite ça va tout seul. Tu es l'interface entre ton comité de direction et les actionnaires, mais le reste, tout va bien. Enfin, si les chiffres sont au rendez-vous, a priori... mais ça veut dire que tu es un chantre de ce qu'on appelle l'empowerment de tes collaborateurs. C'est-à-dire qu'en gros, tu leur donnes la vision, la mission, l'objectif, et roule les petits bolides. Ah oui. Moi, je suis extrêmement... je délègue extrêmement. De trop, d'ailleurs. Mais ça, on y reviendra, mais c'est une question de couleur. Le jaune que je suis, donc extraverti, sensible, délègue. Peut-être trop. Je contrôle tout de même, et à travers des KPI. Tu vois, sinon, je pense que finalement, l'homme se révèle vraiment si on le libère. Alors aujourd'hui, j'ai plus grand monde, parce que j'ai fait... C'est ça qui est intéressant, je trouve, à partager. C'est qu'une fois que, bon, ça va, tu as fait la preuve que tu savais gérer les gens. Ouais. So what? Tu n'as toujours pas fait, tu n'as pas prouvé, tu ne t'es pas prouvé à toi-même, finalement, tu étais capable d'être entrepreneur. Il fallait que je me retrouve dehors pour enfin devenir entrepreneur que j'avais toujours voulu être depuis que j'étais gamin. Oui, attends, on va y arriver. C'est fort, d'attendre 47 ans pour enfin devenir ce que tu as toujours voulu être. Ouais, oui et non. Oui et non, parce que aussi tu t'es retrouvé dans des positions avant de devenir entrepreneur qui étaient juste alors intellectuellement déjà et puis d'un point de vue business qui étaient super intéressantes. Quand tu te retrouves CEO, donc PDG de Honey, c'est la banque d'Accor, du groupe Accor.
Enfin, c'est juste... C'est la banque du groupe Auchan. Mais j'avais un problème de nom, parce que tout le monde pensait que j'étais la filiale bancaire, que nous étions Ah la bah tu vois, filiale du groupe hôtelier. j'ai fait la confusion. Oui, bah, tu vois, c'était le groupe Auchan, et ça servait toutes les enseignes liées cousines à Auchan, et Leroy Merlin, au boulanger. Mais tu vois, c'est super excitant ça comme aventure. Quand tu te retrouves... Complètement, quand tu surtout prends sur ce 15 pays, poste-là. parce que quand je suis arrivé, on était dans un seul pays, et on en a ouvert une douzaine, dont la Chine et la Russie. Et ça, c'était, sans parler de l'Irlande pour y mettre l'assurance, ça, c'était vraiment passionnant. Ouvrir les pays, j'ai adoré. Et ça, c'est pas... Alors, c'est de l'entrepreneuriat salarié, c'est de l'intrapreneuriat. Ben, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, finalement. C'est le plus safe. Tu ne risques rien. Tu fais travailler l'argent des autres, celui du groupe, et tout le monde est heureux parce qu'en fait, tout se passe bien a priori, tu sais. C'est difficile de ne pas réussir quand tu crées ta filiale en Pologne et que tu as déjà les clients Auchan, Leroy Merlin, Decathlon et les autres, Norauto, qui t'attendent. Et donc après, tu shifts pour aller chez Aon, c'est comme ça que ça se prononce? Alors après 10 ans, tu te dis, bon, bah, alors est-ce que donc, tout se passe bien, donc tu vas finir ta vie comme ça. Donc tu t'imagines déjà retraité ou pré-retraité, et tu te dis, mais alors, donc les 20 prochaines années sont identiques à celles que je vis aujourd'hui. Ouais. Ça, c'est possible. Ah, ça, ce n'était pas possible. Enfin, c'était pas possible pour Damien. Bah, pas pour moi. Ouais. Du coup, il fallait que je trouve une façon de sortir. Mm-hmm. Parce que lorsque tu es aussi heureux, tu vas forcément te trouver une sorte d'échelle. Hein, et donc, quand un groupe américain a triplé mon salaire, j'ai pas refusé. Mm-hmm. Bon, j'aurais dû parce que c'était un traquenard. Et oui. En fait, ils m'ont recruté pour virer 200 personnes, 200 cadres. Bon, changer le siège de France de place pour le mettre en dehors de Paris. Et puis, tout était catastrophique. Ils cherchaient quelqu'un pour être détesté. Ça a été toi. Ah oui, alors ça, c'est sûr qu'ils ont réussi à me faire détester parce qu'au bout d'un an, je suis parti avec un gros chèque. Et après avoir fait le travail, je le regrette parce que vraiment, ça ne me correspondait pas. J'aurais dû avoir le courage de sortir du groupe Auchan différemment. Ouais, je comprends. En tout cas, enfin, j'étais dehors. Donc, enfin, voilà. On y va, on y arrive. Enfin, entrepreneur. Entrepreneur, j'ai toujours rêvé d'être entrepreneur. Non, d'abord, tu te retrouves chômeur. T'as rien. Oui. Alors, ça, c'est très intéressant parce que tu te retrouves avec plein de chômeurs qui ont le même rêve que toi. C'est-à-dire qu'on a tous 45 ans et on cherche une entreprise. Ouais. Et alors, écoute bien, à 45 ans, tu n'es pas le meilleur pour reprendre une entreprise que tu peux acheter. Pourquoi ? Compte tenu du chèque que tu as, la somme que tu peux investir, ouais. Tu vas forcément acheter une entreprise qui a une taille modeste. Oui. Pour lequel tu n'es pas le meilleur, parce que tu ne connais pas le métier. Ouais. Si j'achète une boulangerie demain, je suis nul. Je suis incapable de gérer une boulangerie. C'est bien de le reconnaître déjà. D'accord. Oui. Tu vois, je ne vais pas réussir. Ouais. Donc je trouve que c'est très dangereux finalement d'aller dans un métier que tu ne connais pas. Donc il faut absolument rester dans son métier tout en acceptant d'acheter une entreprise d'une taille bien modeste, sans la profondeur de management dont je parlais tout à l'heure. Oui. C'est-à-dire directement en contact avec des personnes qui ne sont pas forcément des cadres, que tu n'as pas eu l'habitude de gérer. Sauf que toi, tu te retrouves avec une expertise en finance, à jongler avec les centaines de millions, voire les milliards d'euros. Donc ça veut dire que les cibles que toi t'aimerais racheter, elles coûtent très 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 cher. Oui, ou alors elles sont en difficulté. Oui. Donc j'ai regardé meilleurtaux.com et j'aurais dû trouver le financement pour acheter meilleurtaux.com qui aujourd'hui s'est vendu 800, 900 millions. Ouais. À l'époque, ça valait 40 millions dans les années... Oui, mais il faut les trouver, quoi. Oui, d'accord, mais tu peux trouver ça. La preuve, puisque tu... Alors j'en ai trouvé une, en tout cas, Apax Partners était avec ce dossier, n'était pas sûr de vouloir le faire. Et du coup, j'ai quand même ce dossier dans les mains. BNP me dit, en effet, on cherche un acheteur depuis 2 ans. Je lui fais une offre 1 euro. Il me dit, c'est recevable, sauf la holding d'acquisition, ta société familiale, nous paraît quand même trop légère par rapport aux 600 d'euros de crédit qu'on doit te faire, les lignes de refinancement pour que tu puisses reprendre le portefeuille. D'accord ? Du coup, je suis allé à Londres pour rencontrer des sociétés,
des fonds d'investissement qui avaient du mal à comprendre que je veuille aussi être actionnaire. Ils me voulaient tous comme un manager, mais pas forcément comme actionnaire. Et oui. Alors qu'à Pax, au moins, je pouvais être actionnaire. Ce qui me paraissait quand même normal. Je voulais racheter une entreprise. Et sinon, l'alternative, c'était à travers le club des repreneurs d'affaires, CRA, qui est bien connu des ESSEC, et qui proposait toutes les semaines des dossiers un peu partout dans la France. Et j'ai adoré cette époque où nous échangions entre chômeurs des entreprises à racheter. Ouais. Alors, nous échangions les dossiers des entreprises à racheter. Et j'ai vite réalisé qu'il fallait faire, il fallait faire quand même attention parce que tu rachètes une entreprise, par exemple, 3 millions, mais tu vas devoir t'endetter de 2 millions, et tu apportes 1 million, et il faut tout de même les rembourser. Donc, il faut t'assurer quand même que ça tient sur l'Excel. Ouais. Par exemple, il y a des métiers qui ne tiennent pas sur l'Excel, comme celui de courtier en assurance. Les entreprises sont revendues trop cher. Il y a plus intérêt en fait, à un industriel d'acheter un courtier en assurance, de ne pas garder les personnes et de garder uniquement le portefeuille de clients. Et donc, c'est tellement rentable parce qu'il y a une telle récurrence que finalement, le petit chômeur que nous étions, les petits chômeurs que nous étions, ne pouvions pas accéder à ces métiers-là. Ou alors, voilà, des conditions financières qui font que c'est pas rentable parce que tes dividendes ne seront pas suffisants pour rembourser la dette. Oui. Et puis, tu fais prendre à ta famille un risque. Tu me diras, moi aussi, j'ai pris un risque de vendre la maison et d'investir totalement dans cette LM Belgique. C'est-à-dire, t'as fait all-in, comme on dit au poker? Oui, mais alors, je venais du métier, donc je connaissais exactement le... Tu savais dans quoi tu allais, oui. Je savais comment faire. Je savais ce que je devais faire. L'entreprise perdait 6 à 8 millions par an, et dès la première année, elle en gagnait 5. Et la deuxième année, elle en gagnait 10, puis 15, 20, et on a tout utilisé, on a tout fait, on a fait ce qu'il fallait pour que... Alors, qu'est-ce qui marchait pas? Qu'est-ce que tu as fixé en arrivant? Ah bah c'est pas compliqué. Moi, on a dit aux gens que voilà, BNP, on coupait le lien avec BNP. On devenait nous-mêmes. D'accord. On abattait toutes les cloisons. On prenait notre destin en main. On changeait de marque parce que je pouvais pas racheter la marque CTLM. Ouais. On arrêtait de sous-traiter les calls au Maroc et on faisait du rebond commercial à travers chaque appel téléphonique des clients. Ouais. On mettait comme marque Mastercard. Je devenais Mastercard. J'avais pas 1 euro à mettre dans le marketing de la marque. C'était Oui. By way. By the way, est une erreur parce que les Belges m'ont appelé oui, enfin ils n'ont pas compris que c'était tout by. Hein. Et puis en 2 mots, c'est une catastrophe aussi. Il faut jamais appeler son entreprise avec une marque en 2 mots. By way, non. D'ailleurs, Lemonway, on l'a collé. Alors, il y avait plein de façons finalement de retrouver les voies de la rentabilité. Mais la principale raison, c'était d'énergiser, j'allais dire, de nous rendre fiers de notre travail et mobilisés et responsables. Écoute bien. Ce qu'on a fait, et ça, tu vas vite comprendre. J'ai revendu des créances qui avaient été amorties. C'est-à-dire qu'elles sont impayées, elles sont sorties du bilan, tu les vois même plus dans le bilan. Mmh. D'accord ? Et tu les revends parce que finalement, 1/3 de ces créances vont quand même donner par des encaissements. Mmh. Retour à bonne fortune des personnes finalement. Mmh. Et tu sais à qui je les ai vendus ? À une joint venture entre BNP et une société. Donc, D'accord. ça veut dire que, en fait, dans ces grands groupes, il y a forcément des filiales qui ne sont pas gérées comme elles devraient, dont tu peux tirer plus de rentabilité. Et puis, enfin, moi, je note, et parce que j'y crois énormément, c'est-à-dire que le fait d'affirmer un leadership, de donner une raison d'être, de donner une vision, surtout quand tu viens d'un monde peut-être plus contraint qu'une grande banque historique, c'est un souffle d'air, et normalement, tu dois être capable d'amener avec toi la force de tous les collaborateurs qui sentent un peu, effectivement, si tu le disais, un peu libérés, quoi. Libérés, en même temps, ils sentent bien que si on n'y arrive pas, ça va pas être bon. Ouais, il y a de l'enjeu. Donc, il y a de l'enjeu. Et je pense que ils ont aimé. En même temps, donc, je dois reconnaître que BNP recrute très bien. C'est-à-dire que BNP a la chance d'attirer des profils qui sont des grands experts, de grands professionnels. Et quand tu as la chance d'hériter de cette équipe, tu peux vraiment faire de belles choses. Tu vois, c'est pas comme si tu rachetais une boîte qui n'avait pas de nom. Là, tout de même, ils sont rentrés dans un grand groupe. À l'époque, ce groupe bancaire, qui est un des tout premiers européens, rachète Fortis en un week-end et fait une très belle affaire. Mmh. Mais sur
avec 2 sociétés de crédit et donc il est obligé d'en vendre une. Et cette société s'appelle CTLM en Belgique. J'ai pas pu acheter le nom, mais j'ai bien vu que les cartes que nous mettions, c'était Mastercard. Donc j'ai mis la marque Mastercard partout et les clients étaient persuadés d'être clients de Mastercard. Oui. Donc non seulement la marque Mastercard était sur la carte, mais sur l'enveloppe, le relevé de compte, un peu partout. Et finalement, cette marque est quand même une des vraiment top 10 dans le monde. Hein. Donc je perdais pas mon temps finalement à capitaliser sur cette marque. Ouais. Voilà. Mais oui, parce que tu es dans une industrie où la confiance qu'on met dans son intermédiaire est finalement le point crucial. Tu le relevais tout à l'heure quand tu disais le régulateur a voulu instaurer la confiance entre les clients et les différents acteurs. Donc effectivement, tu as, en utilisant cette marque Mastercard, tu as utilisé l'effet de levier de la marque de confiance. C'est ça. Comment tu te retrouves? Alors, c'est plus une question de sentiment, parce que ça y est, en fait, oui, tu es entrepreneur. Tu es entrepreneur dans une boîte que tu as rachetée, mais de ce que j'ai compris du montage, tu n'en es certainement pas l'actionnaire majoritaire. Comme ça, tu as tout compris. En fait, on croit que devenir entrepreneur, c'est trouver les voies de la liberté, mais avec les fonds d'investissement, tu es un minoritaire. Et finalement, tu joues gros parce qu'il y a des clauses de bad liver. Ouais. Et retrouvé dans le monde de la start-up, où là, tu as aussi des investisseurs. Et pour le T'avais des clauses comme ça, de bad liver, de ratchet Mais tout le monde a des clauses de bad liver. Alors, est-ce qu'on peut expliquer pour ceux qui ne connaîtraient pas? Oui, en fait, c'est assez simple. Dans le monde, donc d'abord, il y a 2 mondes de l'investissement principaux. Donc le monde du private equity, ce sont des fonds d'investissement qui vont acheter des entreprises rentables, qui vont rembourser, la dette s'il y a par exemple un holding de reprise avec une dette. Donc au fil de l'eau, la dette sera remboursée et puis l'entreprise vendue plus cher. En tout cas, la dette remplace un remboursement de dette suffit déjà à créer de la valeur. Oui. D'accord. Mais ça, donc, ce sont des fonds d'investissement qui vont pas réclamer énormément de rentabilité, mais qui vont par contre s'assurer que l'entreprise ne disparaisse pas. C'est trop important. Qu'elle est pérenne, oui. Il n'est pas question. Alors qu'il y a en face des fonds de capital risque, donc des VC, venture capital, qui vont, eux, au contraire, investir dans beaucoup plus d'entreprises, sans doute de taille plus modeste, mais qui vont essayer d'identifier celle qui va donner un multiple de 50 ou 100, quitte à perdre les autres. Donc, les deux vont exiger finalement aux dirigeants, aux fondateurs, de leur revendre. Donc, les dirigeants ou fondateurs s'engagent à revendre leurs actions s'ils démissionnaient ou s'ils réalisaient... Sous-performance. Non, plus dur que ça. S'ils réalisaient, s'ils commettaient des erreurs graves. D'accord. D'accord. Bon, ce qui devrait pas arriver. Par contre, démissionner, ça, on peut toujours. C'est-à-dire qu'en fait, on peut être acculé à la démission parce que on n'arrive plus à diriger l'équipe, parce que les résultats sont pas là, on a commis des erreurs. Donc, c'est quand même terrible de devoir vendre ses actions, et là, on doit les vendre à une valeur qui est souvent inférieure, qui est au nominal. Donc, c'est vraiment inférieur au prix auquel on les a achetées, souvent. Tu as eu des vrais moments de tension avec ton conseil d'administration? J'en ai eu un à la veille de la vente. C'est-à-dire que le fonds m'a demandé de m'assurer que ce serait bien vendu parce que j'avais plusieurs prétendants et je passais du temps à négocier le futur package pour le management que nous étions, pour assurer quand même tout de même que si l'équipe remettait au pot, c'était pour être traité par partager les plus-values à la sortie dans X années. C'était dur pour moi parce que nous avions déjà fait le choix sur un des prétendants qui a racheté l'entreprise. Il m'était un peu difficile de négocier avec lui en sachant qu'il avait été choisi. D'accord. Donc là, oui, j'ai eu un peu de pression, mais c'est bien naturel. Alors, il faut absolument alerter les entrepreneurs sur le fait qu'il y a des actions de préférence dans le monde du capital risque. Ça, c'est très important. L'action de préférence donne une priorité à l'investisseur tant qu'il n'a pas réussi son multiple. Par exemple, on va prendre le cas assez élevé d'un multiple de 3. Donc là, l'investisseur qui aurait par exemple investi 10 millions dans votre entreprise
exige d'avoir 30 millions avant de vous servir. Alors, tu imagines, si l'entreprise est vendue 30 millions, c'est Toi, tout. t'as rien. Ça, c'est 30 millions et toi, en tant qu'entrepreneur, tu n'as rien. Tu as travaillé pour rien. Sauf ton salaire. Tu comprends? Et ça, il faut absolument que les gens le sachent, parce que trop souvent, finalement, l'entrepreneur prend des risques qui ne sont pas connus. Les gens ne se rendent pas compte. Oui, mais en même temps, alors c'est la rémunération du capital. C'est-à-dire que toi, entrepreneur, dans ces conditions-là en tout cas, toi, entrepreneur, tu vas risquer ton temps. Ton temps, éventuellement un bout de carrière, versus l'investisseur qui risque de l'argent. Oui, et c'est pas le sien, donc il doit le retourner. Oui, donc ok. Et donc justement, finalement, c'est quasiment un retournement que tu fais sur l'ex-CTLM qui devient Byway. J'ai bien noté que Byway, c'était pas forcément le meilleur nom possible. Oui. Et donc, c'est quoi? C'est juin 2015, c'est ça? Vous vendez? Oui, donc c'est vendu 4 ans plus tard, en 2014. Et là, je trouve un nouveau président qui parlait néerlandais. Parce que mon problème en Belgique, c'est que je ne parlais qu'à la moitié de la population. Donc, Ouais. voilà, on oublie souvent qu'en fait, il y a beaucoup de néerlandophones et je trouve que c'est mieux d'être capable de parler aussi aux néerlandophones. Donc, je suis rentré de toute façon à Paris parce que ma famille m'attendait là-bas, puisque ma famille ne m'avait pas suivi en Belgique. Donc, Donc tu faisais les allers-retours voilà, en Thalys. D'accord. Et donc, j'étais content de revenir. Et puis, finalement, ça a bien concordé. Donc, tout concordé. J'ai pu continuer mes investissements dans les startups. Et j'ai adoré ça et j'adore toujours. Et c'est à ce moment-là, justement, où tu as commencé, c'est avec cet exit-là que tu as commencé à investir en tant que business angel? J'avais commencé en 2009 déjà avec les Monoué et encore quand j'étais jeune dans d'autres entreprises. Mais là, j'ai pu en effet m'y consacrer davantage. Et j'adore ça parce que finalement, tu vibres à travers d'autres personnes. En fait, c'est comment démultiplier tes expériences d'entrepreneur à travers les autres. Et là, il y a des enjeux. Pourquoi est-ce qu'on aime l'entrepreneuriat? Moi, je crois que c'est pas l'argent. La plupart des entrepreneurs que je croise n'ont pas un sou de côté, et tout est investi dans leur start-up. Je crois qu'ils cherchent la liberté, prendre du plaisir en faisant un métier qui leur plaise, laisser une trace, être connu, fédérer, emmener les gens, exercer le rôle de leader. Et puis jouer, un peu gagner le jackpot si ça marchait. Il y a une notion de reward important par rapport au risque qui est pris, c'est vrai. Mais on parle souvent, et trop souvent, de valo, de levée, d'exit comme des marqueurs de réussite, comme si la valo démontrait le succès. Ça, c'est sans doute une erreur. Ouais, le succès n'est pas que ça, on est d'accord. Non. Il peut en faire partie, on est aussi d'accord. Moi, ce que j'aime dans les startups, c'est quand même qu'il y a une notion de vie, de mort très présente parce que d'abord, il y a beaucoup d'enjeux, on peut mourir, enfin l'entreprise peut mourir assez vite. Et je trouve que c'est très intéressant parce que comme il y a de l'enjeu, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de concentration, c'est intense. Aujourd'hui, dans ton portefeuille d'investissement, tu as combien de sociétés? Alors, je suis les statistiques parce que je trouve que ça manque d'avoir des statistiques et je compte bien les partager. Aujourd'hui, j'ai investi dans 30 projets. Ok. Et 4 sont morts et 4 sont sortis. Sortis, c'est-à-dire qu'ils se sont revendus. Oui, oui. J'en tire des conclusions. Je peux déjà tirer des conclusions intéressantes, je trouve. D'abord, on pense toujours qu'il y a un moment pour investir. Sauf que ça, c'est faux. Ouais. Les 2 cohortes d'investissement dans les startups suivies par l'administration américaine montrent que finalement, le taux de survie des startups est indépendant de la crise économique qui peut survenir. D'accord. En fait, les 22 cohortes se comportent de la même façon. Donc on peut investir en temps de Covid, c'est pas un problème. Non, 35% vivent au-delà de 10 ans et 20% ont survécu au-delà de 20 ans. D'accord. Ensuite, il y a une inflation des startups au départ qui fait que ton multiple, c'est-à-dire ce que tu vas en retirer le jour où elle est vendue, n'a rien à voir par rapport à la progression de l'entreprise. Donc, je vais prendre un exemple, puisque j'en ai parlé, Papkin, c'est intéressant. J'investis chez eux lorsqu'ils ont 1000 comptes. Ils ont ouvert 1000 comptes. Je suis sorti parce que ils sont vendus à une banque qui veut avoir 100% des actions, qui est Crédit Mutuel Arkea. Ils en ont 200 000. Donc, tu pourrais penser qu'ils ont fait fois 200. D'accord ? Ben oui. Et malgré le fait qu'ils aient fait fois 200, ils ont fait 200 fois mieux, étant passé de 1000 comptes à 200 000 comptes.
Aujourd'hui, ils en ont 1,5 million. Eh bien, je n'ai gagné que j'ai fait un multiple de 6 ou 7. Et en général, c'est le multiple moyen que je fais, 6 ou 7. Ce qui est pas mal, c'est pas extraordinaire. Certes, t'as pas investi dans Netflix, mais Non. Non, mais là aussi, on pense qu'il y a des licornes, mais attendez, la plupart des ventes, d'abord, il n'y a pas beaucoup de ventes en France, hein. Il y en a une vingtaine par trimestre, et elles sont entre 10 et 50 millions. Tu vois rarement au-delà. Moi, j'étais actionnaire de Tiller qui s'est vendu, j'ai pas le droit de dire combien, mais des centaines de millions d'euros. Donc finalement, les multiples sont relativement bas. Donc un x6, x7, c'est bien. Oui, parce qu'il faut bien comprendre qu'au départ, on veut motiver les entrepreneurs. Donc, on ne va pas non plus leur prendre, s'ils se valorisaient 500 000 euros ou même 100 000 euros, ce qu'ils valent au départ, d'un point de vue mathématique, ça les démoraliserait totalement. Donc, on leur laisse la possibilité de garder 70% de départ. On ne prend que 25 ou 30%. D'accord ? Et à chaque levée, on prend 25%. En général, en série B, tu vois, les managers n'ont plus de la majorité. Ce qui est le cas chez le Monway, on a plus de 40%. Nous, les fonds ont 60%. Ce qui est tout à fait la statistique. Oui, pour ceux qui connaîtraient pas, en général, les entrepreneurs commencent d'abord avec ce qu'on appelle la love money, c'est-à-dire qu'ils vont chercher dans la famille, auprès des amis, puis après on va aller sur du seed capital, donc là qui du fonds d'amorçage, donc ça c'est la série qui vient après, puis après série A, série B, et à chaque fois bien évidemment les montants investis par les investisseurs sont bien évidemment de plus en plus importants parce que les sociétés dans lesquelles on investit sont valorisées de manière plus importante. Mais à chaque fois qu'un nouvel investisseur rentre, bien évidemment, l'entrepreneur dilue ses parts. Mais ce que tu es en train de dire, ce qui est intéressant, déjà, c'est que quel que soit finalement le moment de la vie dans quel que soit le moment, l'investissement peut toujours présenter et des risques et des opportunités. Ça, c'est une chose. Mais surtout, c'est qu'il ne faut pas aller prendre trop de part à l'entrepreneur au risque de le voir se désengager. C'est vrai. Et ce qui veut dire aussi que finalement, l'argent que tu investis est moins... moins valorisé qu'il n'aurait pu l'être, mais c'est pour les bonnes raisons. Si tu veux que ça marche. Oui. Merci. Merci, Damien. Ok, mais en tout cas, je note le x6, le x6, x7. x6, x7, tu le places sur quel Ils ont le temps. Ouais, dans le temps. Parce que si c'est x7 sur 100 ans, c'est pas terrible. Les gens qui entreprennent et qui créent leur start-up pensent partir pour une aventure qui va durer 5 ans. Ouais. Et elle durera au minimum 10 ans. 7 ans si les fonds investissent, plus 2 ans, 2-3 ans d'earn-out. Et s'ils ne lèvent pas l'argent et qu'ils réussissent à atteindre le point d'équilibre, ça durera en moyenne 15 ans. C'est très long, c'est un marathon. Et en fait, la principale raison de l'échec, c'est ne pas s'entendre avec ses associés. Dans les boîtes, dans les 4 qui ont planté chez toi, c'était ça la raison ? Non, là, il y en a une qui est tombée sur des fraudeurs, qui aurait été difficile d'identifier. C'était une société concurrente d'October. Oui, une, c'est son application qui marche plus aux États-Unis. C'est-à-dire que l'application qu'elle copiait quelque part, ça n'arrive plus à lever aux États-Unis, ça marche pas. Du coup, les investisseurs européens considèrent que c'était foutu. Ok, d'accord. Et puis voilà, donc parfois on fait faillite parce qu'on n'arrive pas à relever suffisamment vite. Et il faut trouver toujours des investisseurs. Il faut une traction. Sans traction, on ne lève plus. C'est un truc incroyable. C'est-à-dire que c'est tout à fait normal. Mais l'entrepreneur a une pression folle parce qu'il doit croître sans cesse pour lever sur des valeurs toujours plus importantes. Donc, il faut bien comprendre qu'en série A, on va lever par exemple 10 millions, puis après c'est 20, et puis après c'est 40, et après c'est 100. Et donc, pour justifier une valorisation qui fait que 100 représente un quart ensuite, vous voyez, il faut absolument grossir très vite. Et quand on voit le départ du fondateur de Sixbox cette semaine, c'est que j'imagine, au bout de 6 ou 7 levées, il n'a plus que 2% d'entreprise ou moins, et puis finalement, il ne crée plus de la croissance ou l'environnement fait que voilà, les investisseurs n'ont plus confiance. Donc, il faut absolument changer le patron. Donc, vous voyez, en tant qu'entrepreneur,
Parce que je pensais toujours, finalement, à travailler dans les grandes entreprises, on prend des risques de se faire virer à 55 ans et se retrouver à la retraite, etc. Mais en tant qu'entrepreneur, à partir du moment où on est dirigeant, on prend des risques importants aussi. En général, un CEO dure 8 ans aux États-Unis. Okay. Je crois que je sais pas, je sais plus. L'amour dure 3 ans et un CEO 8 ans, c'est ça? En tout cas, mon conseil, c'est que les gens se connaissent davantage. Ça, c'est très important. Okay. De façon générale, les gens devraient mieux se connaître pour s'associer. Oui. Et c'est vrai dans le mariage, c'est vrai au bureau, c'est vrai en association de business. Se connaître. Je pense sincèrement que le problème que rencontrent beaucoup de gens, c'est de ne pas se connaître suffisamment. Chacun devrait connaître sa couleur. Tu sais qu'il y a 4 couleurs en fonction de notre personnalité. J'ai expliqué que j'étais jaune, mais il y a aussi les rouges, les verts et les bleus. Mmh. Et tu as besoin de toutes ces couleurs, évidemment. Ces 4 couleurs sont essentielles. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Mais c'est leur association qui fait la force. Moi, en tant que jaune, j'ai toujours eu un directeur financier bleu, qui était mon contre-pouvoir. D'accord ? Mmh. Et je pense avoir épousé une femme qui est d'une couleur différente. Et je pense que j'ai un associé aujourd'hui qui est directeur général de Lemonway, puisqu'on ne peut pas être DG et PDG, enfin, PDG dans une entreprise régulée. Donc lui est DG, moi je suis président. Oui. Et les couleurs, nos couleurs différentes font qu'on peut s'associer. Et c'est comme ça qu'on dure dans le temps. Sinon, on crée des étincelles à ne pas se connaître. Parce que on va vouloir faire les mêmes choses. Alors que la complémentarité fait qu'on va admirer ce que sait faire l'autre naturellement. C'est quand même tellement plus simple de fonctionner ainsi. Naturellement, on s'associe avec des couleurs différentes. Encore faut-il se connaître sa couleur. Mais justement, ça donne une transition parfaite avec la suite de ton histoire. C'est que j'ai noté, Lemonway, c'est un investissement pour toi en 2009. Sauf que tu n'y es opérationnel qu'en 2015. Donc, c'est bien ça? Tu as bien vu l'histoire. Donc, l'entreprise est créée par Sébastien Burlet et Antoine Orsini, l'actuel CEO. Mais Sébastien a l'initiative. C'est un ingénieur visionnaire qui s'entoure de différentes personnes pour lancer le paiement mobile. Et finalement, une société, mais d'un point de vue IT, donc une société d'informatique qui fait des logiciels bancaires, qui accompagne finalement les banques vers ces nouveaux terminaux. Et quand je les rencontre en 2009, je leur dis qu'il y a peut-être mieux à faire, c'est devenir établissement de paiement, qui est un nouveau statut, qui est avec une directive européenne des paiements, sur lequel j'avais travaillé en tant que en tant que directeur général de Honnay, la banque d'Auchan. Ouais. Et donc, ils m'ont suivi, j'ai pu investir chez eux, et on aura mis 3 ans pour avoir ce fameux sésame. 3 ans, donc ça nous amène en 2012. Et après, on se lance. Et ensuite, quand je me retrouve revenu de Belgique, je peux enfin rentrer chez eux parce que je sens que l'entreprise va prendre son envol et j'accompagne cet envol en tant que CEO pendant 2 ans. Et puis Antoine prend ma place. Mais attends, c'est pas si simple que ça. Tu arrives de Belgique, c'est sympa, tu descends de ton Thalys et tu dis je prends le job. Moi, je pense que lorsqu'il y a du job, lorsqu'il y a beaucoup de travail, on ne demande pas mieux finalement d'avoir un actionnaire qui vient rejoindre. Oui, enfin, en tout cas, là, je remercie le fondateur parce que finalement, il m'a accueilli chez lui. C'est vrai. Bah oui, c'est un créateur. Donc, notre ami Sébastien Burlet est un visionnaire qui, toute sa vie, je pense, lancera de nouvelles affaires, de nouvelles idées. C'est son rôle. C'est assez extraordinaire. Il y a des gens pour tout. Donc lui, il sait prendre une feuille de papier blanche et écrire un projet et recruter les premières personnes. Là, il s'est lancé dans une place de marché d'instruments de musique. Moi, je ne suis pas capable de ça. Donc, je peux accompagner le développement. Ça, je suis très sincère avec lui. Moi, c'est pour ça que je suis admiratif des entrepreneurs qui démarrent leur boîte, parce que j'en suis pas capable. Et je pense qu'il faut différentes directions pour différentes périodes d'entreprise. Ce ne sont pas les mêmes qui vont accompagner une entreprise de 1 à 10 millions et de 10 à 100 millions. Ouais, je suis complètement d'accord. Mais alors justement, question, tu te retrouves, tu arrives chez Lemonway et tu l'as évoqué précédemment, il y a une course à la croissance dans un marché hyper concurrentiel. Sachant qu'à ce moment-là, si j'ai bien compris,
Lemonway est plutôt dans une logique B2C, c'est-à-dire que plutôt sur les logiques de paiement, c'est-à-dire que vous vous confrontez à des PayPal, des Apple Pay, des choses comme ça, au moment où tu arrives. B2C, tu as raison. Et je déconseille le B2C tant qu'on n'a pas les poches pleines. Ouais, ça coûte cher. C'est trop cher de recruter le client final. Je l'ai fait chez Auchan, j'avais la chance d'avoir des magasins pour recruter les clients finaux. C'était davantage d'ailleurs du B2B2C. Oui. Mais faire du B2C en direct, il faut avoir des moyens financiers qu'on n'avait pas. Il faut lever beaucoup d'argent. Moi, je suis très sceptique quand je vois un dossier B2C. En général, 90% des dossiers dans lesquels j'investis sont B2B. C'est très difficile. D'ailleurs, cite-moi une entreprise européenne B2C qui... Blablacar ? Oui. Doctolib ? Ouais. Mais tu vois, il n'y en a pas tant que ça. Oui, c'est vrai. C'est trop dur. Et ce pivot vers le fait de dire on va aller servir des places de marché, vous le faites à quel moment ? C'est au moment où tu arrives, où il a été déjà initié ou On a été un peu aidé par la Banque de France, qui est un régulateur difficile, strict, mais qui échange beaucoup avec l'écosystème et qui nous dit nous avons communiqué votre nom dans la liste des entreprises et d'établissements de paiement capables de gérer les cagnottes, liste de mariage, etc. Donc, au fur et à mesure, on démarre ça. Ah, c'est la Banque de France qui vous identifie sur cette problématique ? Oui, il n'y en a pas 36. C'est marrant, je ne voyais pas la Banque de France comme générateur d'opportunités business. Elle le fait encore aujourd'hui, encore cette année. Elle nous a présenté à la Fédération des opérateurs mobiles et des opérateurs télécoms. Et nous avons signé une quinzaine d'opérateurs télécoms, dont OVH, Odigo, Filiale Capgemini, etc., pour faire la collecte dans le cadre des activités de services à valeur ajoutée. C'est-à-dire que dans les opérateurs télécoms, tu as des gens qui viennent avec des datas, des services, des données. Et les opérateurs, les véhicules, les transmettent. Et donc, il y a toute une chaîne, finalement, une chaîne importante de valeur. Et il faut s'assurer qu'on collecte bien les bonnes personnes pour payer les bonnes personnes. C'est complexe. Et donc, ils ont besoin de nous. Donc là, la France nous a présenté cette opportunité qu'on a su saisir. Donc, on est très heureux. En fait, ils sont durs avec nous, mais on sent qu'on veut réussir ensemble. On passe beaucoup de temps ensemble, en tout cas. Ouais, t'es gentil parce qu'ils t'amènent du business, c'est pour ça. Non, parce qu'ils nous contrôlent et ils nous donnent parfois des sanctions. Ils nous ont donné une sanction en 2015 qui a été publiée en 2017, qui nous a fait très mal. C'est-à-dire qu'il y a des grands groupes du CAC 40 qui allaient signer avec nous et qui ont signé chez la concurrence uniquement parce qu'on a eu une sanction. En fait, en France, on sanctionne un peu vite. Et tu sais, c'est un peu comme dans les écoles prépa et on te donne de mauvaises notes. Ouais. Ça va te motiver, mais non, c'est difficile par rapport à la concurrence européenne. Ça nous met vraiment beaucoup de bâtons dans les roues. Non, c'est pénible. C'est pénible, mais en même temps, on comprend qu'ils font leur boulot et on comprend que voilà, il y a une régulation, une réglementation européenne. Est-ce qu'il y a une hyper-régulation ou pas ? Elle n'est pas appliquée de la même façon. C'est pas une hyper-régulation, c'est qu'elle n'est pas du tout appliquée de la même façon par les acteurs qui vont à Chypre, qui vont à Malte ou qui vont au Luxembourg pour essayer d'éviter les régulateurs plus sérieux que sont les régulateurs français ou allemands. Tu vois, même si en Allemagne, ils ont eu des déboires récemment qui font qu'ils vont être encore plus stricts. Oui. Donc, non, c'est dur. C'est dur d'être implanté dans un des pays les plus stricts en la matière. Mais bon, on l'a fait, il faut assumer maintenant et on peut tenter finalement d'en faire une force et de dire venez donc vous servir, voilà, venez donc signer avec Lemonway, au moins vous êtes sûr d'être en bonne main puisque nous-mêmes sommes sous le contrôle d'un régulateur. On revient à la notion de confiance évoquée précédemment. C'est-à-dire que... Oui, mais il faudrait que le client final ou la plateforme le valorise, ce qui n'est pas forcément le cas, tu vois. Est-ce que tu vas choisir d'aller sur l'autoroute parce que tu sais que l'autoroute est surveillée de près par les gendarmes, alors que tu peux aller aussi vite sur une route à côté, gratuite et sans gendarme. C'est toute la difficulté. Comment tu vas aller convaincre les grands comptes, parce que j'en ai cité quelques-uns, parce que Lemonway, ok, très bien, mais pas face à un CNP, face à la FFF, la Fédération Française de Foot, hein, pour ceux qui n'avaient pas suivi, ça pèse pas grand-chose. Il y a des questions de pérennité de l'entreprise pour si on vous envisage comme fournisseur.
Comment tu fais? D'abord, il faut avoir des équipes capables de parler aux grands comptes. Ce qui n'est pas forcément le cas quand au départ, tu ne traites que des startups. Ouais. C'est-à-dire qu'au départ, soyons honnêtes, au départ, tu prends beaucoup de commerciaux qui sont relativement jeunes et tu attaques tout azimut l'Europe. C'est ce que nous avons fait. Mhm. Avec beaucoup de stagiaires qui émanaient des différents pays, d'accord. Les Allemands parlaient aux Allemands, les Danois aux Danois. Mais c'est-à-dire qu'à T0, vous attaquez l'Europe déjà? Quand j'arrive, on prend 60 personnes, dont la moitié sont des commerciaux, et on attaque l'Europe. Ok. Voilà. On signe des centaines de comptes, et ce ne sont pas des grands comptes, d'accord. Et ensuite, au fur et à mesure qu'on avance, on se dit, mais avec ces petits comptes, on ne va pas forcément gagner notre vie, alors même que le marché est en train de se déployer, il y a des places de marché qui sont importantes. Pour signer avec SNCF, il te faut, en effet, des profils plus lourds, expérimentés, qu'on est capable désormais de recruter. C'est ce qu'on fait. Donc, ce ne sont pas les mêmes personnes. Bon, les deux profils sont très intéressants parce que le jeune allemand, il va t'ouvrir les portes d'un marché allemand qui est extraordinaire. Et puis, Non, c'est des profils de chasseurs différents. Tu as des chasseurs de lapins et des chasseurs d'éléphants. Voilà. Donc, une fois que tu les as, il faut aussi que tu aies un produit qui réponde à leur demande. Donc là, il faut investir beaucoup dans le produit. Mmh. Donc là, tu n'as pas le droit de mentir trop longtemps, ça se verrait. Investir beaucoup dans le produit. Et puis ensuite, au fur et à mesure que l'entreprise grandit, c'est un petit peu comme les doigts d'une main, il faut t'assurer que les différents doigts de la main se parlent à travers un ERP transverse. Tu mets toutes les procédures en place, les outils en place, et t'avances. Ça se fait sur le temps, ça se fait, c'est un marathon, hein, mais ça vaut vraiment le coup d'être vécu. Donc j'ai pas de souci, je connais maintenant, j'ai l'impression de connaître un petit peu les différentes étapes de la croissance des startups. Je comprends les leviers. Tu passes ta vie à calculer des KPI, ton coût d'acquisition du client, et t'assurer que tu vois la valeur que tu vas tirer sur la vie du client soit bien supérieure à 3 fois le coût d'acquisition. Il y a quelques vérifications à faire pour t'assurer que ton modèle économique tourne. Une fois que tu l'as bien compris qu'il tourne, tu peux accélérer. Il faut investir davantage. Et donc la principale erreur que nous ayons faite, c'est de ne pas recruter, c'est de ne pas lever suffisamment au début. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps? J'en suis co-responsable. Ouais, c'est ça. C'était une de mes questions. C'est-à-dire que justement, en termes de financement de cette croissance, vous avez levé qu'en 2018? Oui, on aurait attendu finalement 10 ans. Tout à fait. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop parce que tu laisses passer les concurrents. Donc, c'est pas une recommandation, même si je pense que on ne voulait pas lever suffisamment auparavant. Mais ça veut dire que vous étiez un peu en autofinancement aussi, c'est-à-dire que vous aviez atteint... Oui, on y arrivait. Alors, pourquoi lever? Et finalement, nous aurions dû, parce que le marché se présente pas deux fois. Il faut absolument surfer sur la vague qui vient et ne pas laisser les concurrents prendre le large. D'accord? Donc là, on fait tout pour recoller, et on recolle au peloton maintenant parce qu'on connaît la même croissance que le peloton, qui d'ailleurs s'est ralenti un peu. Mmh. Ça nous va bien. Et on est tous à même vitesse, mais on n'est plus à la même taille. Donc ça, c'est très intéressant. Ouais. Alors, heureusement que le marché est énorme. Le marché est en pente douce pour longtemps. Mmh. Est-ce que tu imagines d'abord la plateformisation de l'économie, le fait que le digital ait gagné 5 ans dans la tête de tout le monde à cause du Covid. Il y a des opportunités partout. C'est un modèle économique, le modèle économique de la place de marché est porteur. Il concerne tous les secteurs de l'économie. Et nous, on est en Europe, donc on imagine vite, les volumes à traiter sont colossaux. Donc on n'avait pas de souci sur le marché ni de positionnement. Mmh. Il faut c'est capturer cette opportunité. Et la capture se fait pas toujours aussi bien qu'on le voudrait. C'est tellement énorme. Alors, tu comprends? Ouais, je comprends bien. Je comprends bien et tous les enjeux. C'est-à-dire que la montagne est haute, vous en êtes qu'au tout début. Oui. Alors, on a beaucoup de chance parce qu'on a des partenaires. Moi, tu vois, j'allais y venir parce que j'ai vu réapparaître dans ton paysage à toi la BNP parce que tu leur as racheté leur filiale belge. Si tu savais, la BNP, je les croise toujours et j'ai trouvé assez extraordinaire. J'ai investi dans une start-up qui fait du leasing B2C et qui a quand même partenaire principal BNP sur 4 pays. Okay. Ils sont passés de 10 millions à 20 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. Mmh. Donc B2C, c'est une façon de contourner un peu le crédit conso qui a des normes, des règles un peu compliquées désormais. Alors, pour revenir sur la BNP pour les monoways,
c'est un acteur, un partenaire bancaire d'abord pour les paiements. Ouais. Et ensuite, bon, je suis pas censé trop le dire, donc, mais c'est vrai que les banques, Ils vous ouvrent la porte chez certains de leurs clients, certainement. oui, c'est-à-dire qu'ils nous recommandent chez certains de leurs clients. Ils font le go-between. Je trouve que c'est intelligent parce que nous sommes agiles, eux sont puissants, ils ont un réseau européen, nous aussi, et on les utilise pour les paiements. Donc, nous allions chasser ensemble les mêmes cibles, ça me paraît intelligent. Et a priori, on revient toujours sur cette même notion, c'est a priori s'ils sont en confiance avec vous, ils savent que sur leurs clients, ça va bien se passer s'ils y vont avec vous. C'est sûr qu'au fur et à mesure, la confiance se renforce. Est-ce que derrière, vous avez, alors certainement, mais parce que je ne suis certainement pas le premier à le penser, mais est-ce que vous êtes collé aux grandes plateformes logicielles sur lesquelles s'appuient maintenant les créations de plateformes e-commerce? Oui, alors pas e-commerce, mais marketplace. C'est-à-dire que les Miracle, Visaplace, Iceberg, Collabs et les autres sont nos partenaires. D'accord, donc on peut, si on part dans la création d'une marketplace sur ces plateformes-là, immédiatement, il y a tout ce qu'il faut pour connecter les Monway et donc... Et devenir client de les Monway, tout à fait. Ça, c'est une... Alors, tu n'es pas obligé de me répondre, mais c'est une grosse partie de votre activité, une partie qui va grossir? Le partenariat, c'est un tiers à peu près des deals que nous signons. D'accord. Alors, on l'a évoqué, et nous rentrons dans notre séquence The Covid Effect. Comment s'est passée l'année 2020 depuis le 16 mars? On a eu peur, comme tout le monde au début, et puis finalement, on s'est tous adaptés. Nos plateformes de liste de mariage, nos places de marché, de voyage et de billetterie ont été très affectées. Mais finalement, on s'en sort tous, c'est-à-dire qu'on s'est tous adaptés à travers le télétravail que je n'aime pas du tout. Parce que maintenant que tu me comprends, moi j'ai besoin de voir les gens, j'ai besoin d'échanger l'énergie. Je considère que tout est une question d'énergie, il faut se voir pour avoir l'énergie, pour se la transmettre. D'accord ? Quand j'étais fatigué, que ce soit à Lille ou à Bruxelles, j'ai toujours fait le tour des équipes pour recharger mes batteries, mais sans prendre l'énergie pour autant aux gens. C'est uniquement le fait de croiser les gens, de leur serrer la main, que tu captes un peu d'énergie et tu repartis pour travailler de 5 à 7, enfin jusqu'à 8 heures. Moi, c'est la façon dont je fonctionne. Donc, voir les gens, c'est très important pour moi. Donc, je le dis. Là, je suis dans ma maison secondaire, mais d'habitude, je suis à Paris tous les jours. Et je suis heureux de voir les gens revenir petit à petit. Et là, il y a déjà un tiers des effectifs qui sont revenus et qui tournent sans contrainte. C'est-à-dire qu'on est une centaine de personnes, mais sur 100, tu vois, ils sont déjà une trentaine par jour à revenir. Ah oui, d'accord. Et ça me fait plaisir. D'abord, ils sont tous jeunes, pas beaucoup de risques pour eux. Et quant à moi, je fais attention. Mais en tout cas, même s'il y a beaucoup de... T'es le plus vieux de la boîte? On se voit. Tu es le plus vieux de la boîte, Damien? Ah oui, j'ai toujours... oui. D'accord. Oui, mais j'ai pas l'illusion d'être vieux parce que je ne vois que des jeunes. Oui, je comprends. Donc tu es... Alors, ça les permet pauvres, ce sont eux qui voient un vieux. Ça permet juste de faire un petit aparté. Donc, tu es le doyen chez les Monway et la personne qui nous a mis en relation pour enregistrer ce podcast, c'est la doyenne de la faculté et de la recherche à l'ISC, Fernanda. Donc, Fernanda, voilà, officiellement et en enregistré, mais quasiment en direct. Je te remercie de cette mise en relation et de cette belle découverte. Aujourd'hui, c'est justement monsieur le doyen, je vais t'appeler comme ça. C'est quoi une journée dans la vie de Damien? Parce que t'es board member de plein de boîtes. D'ailleurs, il va falloir m'expliquer comment t'es devenu board member de l'IESEG, une école de commerce. Alors, c'est peut-être parce qu'ils sont à Lille. Ceci explique peut-être cela. Mais il va falloir m'expliquer quand même. T'es board member de BUT. Ça doit être ça. Donc, t'as des activités de business angel. Tu es exécutif chez les Monway. Ça fait beaucoup, ça, dans une journée. Alors, d'abord, en effet, l'expérience de board member BUT et IESEG se sont terminées. D'accord. Après 10 ans, dans chacun des cas.
parce que être bénévole pour une école, au bout de 6 ans, j'apportais plus grand-chose, même si j'adore cette école parce que je trouve que Moi, c'est une belle institution, un bel établissement. Oui. Et quant à But, c'était très intéressant parce que j'étais invité par des fonds d'investissement, Colonie Capital et puis un autre, et l'entreprise a connu aussi une belle recovery, je dirais. Donc, revenons à Une journée dans la vie de Damien. Écoute, moi, je m'investis à 100% pour l'Emonway. D'accord. Tout autour de l'Emonway, comme un entrepreneur. Ça doit être embêtant d'ailleurs pour les gens qui vivent avec moi. C'est saoulé un peu à force, oui, peut-être. Je dois les saouler. Et alors, évidemment, le week-end, je m'occupe du reste et de mes investissements. Non, mais je suis heureux. Hein. Moi, je recommande à tout le monde de s'oxygéner. Donc, le week-end, en effet, je considère que je pense à autre chose. Je fais beaucoup de sport, je cours beaucoup, je fais beaucoup de vélo tous les week-ends. Demain, je fais du VTT. Non, mais mes journées j'essaie d'avoir des journées les plus riches possibles, au contact des clients, j'adore, et des collaborateurs. De façon, je suis pas sûr que je sois très organisé. Voilà. Pour être tout à fait honnête. Tu parlais du client. On en revient. Oui, le mot client, c'est important. Donc, je les contacte sur LinkedIn et j'échange avec eux. Alors, vous allez me dire tu peux me dire ce que c'est que le KYC? KYC. Ah, le KYC. Alors, c'est Know Your Customer. Know Your Customer, c'est ce que tu vois, je t'expliquais que l'Emonway avait 2 métiers, c'est celui du paiement pour place de marché et pour les rendre conformes à la loi. Et la conformité, c'est très important. Tu dois savoir d'où vient l'argent et où va l'argent. Et pour savoir d'où vient l'argent, tu fais un KYC, Know Your Customer, de celui qui te l'envoie. Quand c'est une entreprise, personne morale, tu fais un KYB, Know Your Business, que réclame n'importe quelle banque pour t'ouvrir un compte bancaire. Sauf que la banque va mettre plusieurs jours, alors que nous, on doit le faire dans la seconde, en interrogeant beaucoup de bases de données mondiales qui existent, qui sont privées ou publiques, et qui te connaissent. Et on fait pareil pour les entreprises, mais là, ça prend une demi-journée, parce qu'en général, il y a une cascade d'entreprises qu'il faut connaître, puisqu'il faut connaître quel est le bénéficiaire ultime, d'accord, celui qui a plus de 25% des parts de la holding de tête. Et de notre échange qui peut être consacré à des choses plus personnelles. Non, je ne sais pas, hein, parce que l'heure tourne, alors je me dis... Oui, absolument. Mais là, on arrive justement au bout. Alors, justement, est-ce qu'il y a un sujet que toi, tu as envie de partager ou un credo que tu as envie de crier à la face du monde avant de passer aux 7 dernières questions qui sont le questionnaire de pivot, est-ce qu'il y a une question que j'aurais dû te poser et qui t'aurait enflammé ou non? Finalement, on a couvert déjà pas mal de choses. C'est personnel, mais je ne demande pas mieux d'échanger sur le sujet pour témoigner d'expérimentations que je fais dans le cadre de la méditation. En fait, d'abord, je trouve que quand tu diriges des équipes, tu diriges des entreprises où tu es dans un monde un peu stressé, il est bon de se reposer, de s'oxygéner, comme je disais. Mais à cette occasion, donc c'est très intéressant, je pense, de témoigner sur le sujet, parce que si vous avez eu la gentillesse de m'écouter jusque maintenant, je peux vous faire part d'une confidence. Donc j'ai développé une capacité à tomber dans ce qu'on appelle la paralysie du sommeil, qui est un état entre l'éveil et le sommeil, qui est connu. Tapez paralysie du sommeil. Donc votre corps est paralysé. C'est ce qu'on appelle les rêves conscients, c'est ça? Non, parce qu'il ne s'agit pas d'un rêve. Tu es au contraire en pleine conscience, alors que ton corps est paralysé. Quand j'ai malheur de le faire en TGV, en Thalys, que je prenais plusieurs fois par semaine, tu vois, 1h20, si je le fais alors que j'ai laissé ma bouche ouverte, je ne peux même pas la fermer. Mais tu es par contre en pleine conscience. Tu sais exactement, tu prends conscience de la vitesse du Thalys, des gens qui t'entourent, etc. Tu es totalement éveillé. Donc, tu ne l'es plus. C'est un peu flippant. Intéressant, parce qu'en fait, d'abord, j'ai pratiqué ça un certain nombre de fois, depuis que j'ai 20 ans, et j'emprunte donc une voie assez étroite entre le sommeil et l'éveil. Et alors, en empruntant cette voie, je tombe sur une descente, non pas aux enfers, mais une descente comme dans une montagne russe. Et j'en parle parce que c'est un phénomène connu, mais qui m'indique bien qu'il faut séparer ce qui est de l'esprit de ce qui est du corps. Et je trouve dommage, tu vois, je voulais absolument qu'on puisse parler de cela, je trouve dommage de se cantonner, de se limiter à l'intellect quand on
nous, humains, avons la chance de ressentir les choses ou d'avoir un spectre, en tout cas accès à un spectre beaucoup plus large que celui que nous éduquons, enfin de la façon dont nous éduquons, nous raisonnons. Comment tu as fait ce chemin vers ça? Alors, c'est totalement empirique. C'était totalement empirique. Au départ, j'étais effrayé. Mmh. Puis au fur et à mesure, j'ai plutôt travaillé la chose. Et finalement, tout le monde en est, je veux dire, tout le monde peut emprunter cette voie. Il s'agit d'écouter, de s'écouter, hein, c'est tout, de ressentir les choses. Tu sais que les gens du Nord que je suis originaire du Nord. Le schnorr. Les ch'tis ont développé une capacité à ressentir les choses. Et donc c'est intéressant parce que je ne sais pas si tu te souviens, le film Bienvenue chez les ch'tis, Ouais. beaucoup de succès. On pouvait s'interroger sur les raisons de ce succès. Et je pense que les Français réalisaient finalement que les ch'tis avaient une capacité à échanger entre eux et exprimer leurs ressentis, alors même que dans des grandes villes, enfin en tout cas à la capitale, qui est un environnement plus hostile, moins chaleureux, les gens portent une carapace et donc vont pas forcément exprimer leurs ressentis, même pas. Mmh. Ils en prennent même pas conscience. Et donc, ceux qui ont totalement écrasé cette partie d'eux-mêmes me comprennent pas. Ouais, je comprends. Enfin, oui, je comprends. Mais justement, pour avoir utilisé des applis comme Headspace ou Petit Bambou, c'est des chemins qui sont intéressants. C'est pour ça que je te demandais s'il y avait eu, il y a eu des éléments déclencheurs ou qui avaient favorisé ça. Non, alors ça m'est arrivé. Donc tu vois, j'ai 58 ans. Les premières fois, ça m'est arrivé, j'avais 20 ans. Et en fait, il suffit que je sois reposé et que j'empêche mon esprit d'être pollué par des idées ou voilà qui m'empêcheraient de ne penser à rien finalement, à me concentrer sur ma respiration et essayer de retenir le moment où je pars en sommeil. Alors pour cela, il faut ne pas être trop fatigué. Donc si j'ai fait une sieste l'après-midi, évidemment que je vais avoir une suite après, je peux faire ça. D'accord, ok. C'est amusant. Ben, En fait, je suis persuadé qu'il faut creuser ce chemin. Oui, mais je ne peux être que d'accord. C'est Nietzsche qui dit bien dormir, bien manger et vivre. Voilà, tu vois, en termes de philosophie, c'est pas mal. Et Alors vivre, je suis complètement d'accord parce qu'en fait, tu pourrais très vite. Moi, j'invite pas les gens à sombrer dans des pratiques un peu spéciales. Moi, je suis très terrien, mais je dois reconnaître qu'il y a un spectre plus large que celui auquel on accède, et qui mérite notre attention. Tu vois, comme notre vision qui, au fil des années, rétrécit, il faut que, au contraire, on prenne cette expérience, cette chance que nous avons d'être sur Terre en bonne santé pour, au contraire, essayer de nous élargir au maximum le spectre de ce que l'on perçoit. Bien compris, bien noté. Merci. Les 7 dernières questions. Alors, Damien, dis-moi, quel est ton mot préféré? Go. Go. Ça a le mérite d'être simple. Mais il y a des moments où tu as hésité à te dire go à toi-même. Ouais, je passe ma vie à dire go. À moi. Mais c'est bien parce que ça veut dire que c'est des collaborateurs ou des gens qui travaillent avec toi qui te demandent le go. Et si tu dis que tu le dis beaucoup, ça veut dire qu'ils ont bien fait leur taf en amont et que la notion d'empowerment a marché. Je suis un naturel développeur. Donc, moi, le go, c'est naturel chez moi. Et au point où j'ai souvent fait peur. C'est-à-dire qu'en fait, je ne rassure pas. je ne rassure pas parce que je vais toujours dire aux gens, allez-y. Ce qui, pour quelqu'un qui a fait carrière dans la finance, est un peu antinomique, mais ok. Le mot que tu détestes. Non. Ça va de pair. Ouais, on est d'accord. Moi, j'aime pas les gens qui me disent non. Ou qui disent non, on peut pas faire, ou ça marchera pas. Ou... C'était quelle banque qui disait le pouvoir de dire oui? C'était le Crédit Lyonnais, je crois. C'est pas le CL. Ouais, je crois. Le son ou le bruit que tu aimes? Le silence. Donc, je reviens à cette méditation. Ouais. Moi, tu vois, 1h20 dans le Thalys, dans le silence avec mes boules caisses, c'est tout ce que j'aimais. Ok. J'étais en pleine méditation. Et donc, le son ou le bruit que tu détestes? Entendre les gens crier. Le juron, gros mot ou blasphème favori? Zut.
Mais je sais aussi la c'est voix. mignon, ça. Zut. Oui, non, mais je crois pas être capable de dire de quelque chose de plus de vulgaire. Mais ça veut dire que t'es aussi quelqu'un de posé, de constant. Bon, j'ai la chance de vivre avec 4 femmes, tu vois. J'ai toujours. Attends, il faut qu'on revienne là-dessus. 4 femmes, c'est-à-dire que tu as une épouse et des filles, c'est ça? Oui, j'ai 3 filles et Oui, parce que sinon ça peut prêter à confusion. Adorable. Et non, je me sens pas, j'ai pas envie de. Par contre, je sais hausser la voix et je peux crier très fort, ce qui est très agaçant pour les autres. Et j'ai déjà réussi à faire fuir des assaillants uniquement en criant. Et sur les Champs-Élysées, je m'étais fait attaquer. Ah oui, d'accord. Oui. Bon, écoute, donc une voix de stentor, donc. Oui. La citation que tu aurais aimé prononcer. Ah bah, je suis un peu un. Enfin, c'est pas qu'un peu, je suis libéral. Donc, Jacques Chardon, romancier français de la fin du 19e siècle, écrit « J'appellerais libéral celui qui respecte la vie ». J'appellerais libéral celui qui respecte la vie. C'est tout à fait moi, surtout en tant que jardinier que je suis. Tu n'imagines pas le plaisir que j'ai de voir de petites plantes créer leur espace et se développer tout en respectant ses voisines. Donc tu es un libéral jardinier, on aura compris. J'adore. Si Dieu existe, qu'aimerais-tu, après ta mort, l'entendre te dire? Mention passable. C'est excellent ça. J'adore. Et oui, c'est-à-dire que le gars qui a fait des efforts, tu vois. Bien, mais peut mieux faire. Il a fait des efforts et tout en étant conscient d'être loin de la plaque. Moi, tu sais que j'ai une foi. J'ai eu la chance d'avoir été élevé dans la foi catholique. Et c'est une chance parce que finalement, il m'accompagne. Et donc, c'est important pour moi. Et je pense souvent tous les soirs même, de pas être à la hauteur. Et je mérite pas forcément la mention passable, en tout cas certainement pas mieux. Ouais, mais le côté judéo-chrétien, passer, tu vois, je veux passer. Ouais. Mais faire des efforts, c'est loin du compte. Ok, ben, pour le coup là, tu vois, tu m'as vraiment surpris, mais je trouve ça très 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 intéressant. Et puis avec tout ce que ça implique derrière, effectivement. Damien, je te remercie encore de tout le temps que tu nous as consacré. Si on veut te contacter, c'est quoi t'es présent sur les réseaux, Oui, c'est mon adresse email d.guermonpré@gmail.com. Et Guermonpré, c'est avec un Z à la fin. Oui. Vous chercherez sur LinkedIn, mais voilà, je mettrai le lien. Sur mon neveu qui s'appelle Gaspard et qui a une chaîne YouTube. Ah, d'accord. Ok. Bah écoute, donc encore un grand merci de ce temps que tu nous as consacré. Moi, j'y ai, tu vois, on se le disait un peu juste en amont. Pour moi, l'objectif de la colle, c'est d'apprendre. Ben, j'ai appris plein de choses. Je comprends un peu mieux certaines choses des fintech. Et j'espère que pour tous ceux qui nous auront écoutés jusque-là, eh bien, ils auront apprécié cette conversation. Donc, Damien, moi, je te le dis, c'est bien mieux que passable. Donc, voilà, un grand merci. Et puis, dès que le Covid est fini, on se fait une bonne bouffe. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir. Bravo, vous avez tenu jusque-là. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager avec tous vos amis. Point important, abonnez-vous à La Colle sur votre plateforme de podcast préférée pour obtenir dès leur sortie les nouveaux épisodes. Mais aussi et surtout, laissez-moi un commentaire pour me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, les trucs à améliorer et, je l'espère, vos encouragements. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de La Colle.